éditeur algérien, hein, puisque le livre il est coédité en France par les éditions Sans Nom et puis ici en Algérie par les éditions Foucault, donc très honoré d'être là. Je remercie tous les amis qui sont là, il y en a tout un paquet, hein, Rachida, Rachid, Moustapha, voilà, il y en a d'autres qui vont venir, qui sont en retard. Et je remercie tous ceux qui s'intéressent à Mayo, Majid qui est de Mayo d'ailleurs, et qui donc est là, voilà, qui connaît bien tout cet univers, etc. Et bon, qui représente en fait les habitants que j'ai côtoyés. Hein. Sauf qu'il avait 3 ans. Il avait 3 ans quand j'ai enseigné. Donc je vais vous raconter un peu la genèse de ce livre. Et puis après, surtout, je vais répondre à vos questions. Ce qui sera intéressant, c'est qu'on discute un peu de tout ça. Hein. Donc, vous verrez dans le livre, en fait, à la page numéro 8, vous allez me voir donc au moment où je suis arrivée en Kabylie. Donc c'était en 75 et j'étais toute jeune, hein. J'avais 22 ans, donc vous voyez, vous faites le calcul, vous voyez quel âge j'ai maintenant. Ce qu'on ne devrait jamais faire quand on est une femme surtout. Et donc je suis arrivée comme coopérante en fait pour enseigner le français. En fait j'avais un mari dont je dis tout de suite que ce n'est pas celui-là, qui était coopérant médecin, voilà, maintenant c'est Michel qui lui connaît très bien Michel là aussi. Et donc je suis arrivée en 75 de Bretagne, puisque je suis bretonne. Et à 22 ans, vous imaginez le choc que c'est d'être une toute jeune femme comme ça, qui arrive dans une contrée aussi belle et aussi étrange et différente pour moi qu'était Mchedala. Hein, moi, c'était la mer, c'était les couleurs grises, bleues, etc. C'était la Bretagne, quoi. Et j'arrive et je vois immédiatement ces terres rouges avec les oliviers. J'étais séduite complètement, hein, tu vois. Et voilà, la Redija, etc., l'Oued Sahel, enfin tout ça, c'était magnifique. Les figuiers, les oliviers, etc. Et puis surtout les habitants. Parce que, franchement, j'ai été très touchée. On se demandait, hein, mon mari et moi et un autre couple de coopérants qui sont des amis, on se demandait comment on allait pouvoir être accueillis tout de même en Algérie, parce que 75 c'était quand même peu après la guerre de libération, et franchement on a été extrêmement touchés par l'accueil des habitants, alors qu'on voyait en fait hein, sur les montagnes au-dessus, on voyait les arbres napalmés, hein, on voyait vous savez, vous avez entendu parler en 59 de l'opération Châle, les opérations jumelles, etc. C'était véritablement là, hein, voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé assez extraordinaire le côté chaleureux des gens. La chance que j'ai eue, c'est d'être une femme et une Française, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai travaillé, j'allais au collège. Comme j'étais française, je pouvais circuler librement également, j'allais même en voiture au collège. J'allais aussi à l'hôpital où mon mari était médecin, j'allais dans les dispensaires au-dessus, Taourir, Tahrir, Sepra, etc. Taker Boost. Voilà. Et en même temps, comme j'étais une femme, eh bien j'étais rapidement invitée par mes élèves filles, j'en avais quelques-unes, donc à rentrer dans les maisons. Donc je connaissais à la fois l'univers public, on va dire des rues, voilà, de Mayo, notamment la grande rue comme ça, le centre où il y avait encore les anciennes maisons de colonisation, où on commençait à construire la mosquée, mais l'église était là aussi, on avait juste enlevé son clocher, la mairie était là, on avait juste enlevé l'horloge, les rues étaient là, on avait juste enlevé les platanes, mais c'était encore comme ça. Et donc j'ai découvert cet univers-là grâce à mes élèves. Alors j'avais 2 classes de seconde et 2 classes de quatrième. L'un de mes personnages principaux, que j'appelle Assina, en fait, était une élève de quatrième. Alors il y en avait peu. J'avais une classe où il n'y avait que des garçons, une quarantaine de garçons, et une classe où il y avait une dizaine de filles et une trentaine de garçons. En fait. Assina était l'une des élèves et qui m'a la première invitée chez elle. Voilà. Donc je suis rentrée dans sa maison et puis mes autres élèves m'ont invitée aussi. Et je suis rentrée comme ça dans les maisons donc, de Mayo, sachant qu'à cette époque, les femmes ne sortaient pas. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, elles étaient enfermées dans les maisons et seules sortaient les petites filles, qui d'ailleurs me servaient de factrice souvent. Elles venaient m'amener des petits mots de leurs aînés. Est-ce que vous pouvez passer, Madame Mikalev, je m'appelais Madame Mikalev à l'époque, est-ce que vous pouvez passer, on vous attend dans telle ou telle maison, et j'allais comme ça, à l'intérieur des maisons, voilà.
Donc j'ai appris à faire la shorba, le couscous, j'ai appris à faire les makroutes. Et j'ai été aussi avec elle à des mariages, à des enterrements, etc. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup touchée, et de manière indélébile, ça a été la confiance que m'ont faite les filles et les femmes. Alors, les femmes parlaient kabyle, hein, mais les filles traduisaient, donc je pouvais communiquer avec elles. La confiance qu'elles m'ont faite en me faisant partager, pourquoi la Kabylie en partage, en me faisant partager leur quotidien, mais en partageant aussi leur vie. Et je dois dire que ce livre, c'est vraiment des récits de vie, en fait, qui sont des vrais récits de personnes qui m'ont raconté, en fait, leurs histoires, voilà, en tant que femme, en tant que fille, en tant que mère, leurs difficultés parfois, leur dureté de vie, souvent, et puis le courage extraordinaire qu'elles avaient, et pour les plus jeunes d'entre elles, notamment mes élèves, aussi les rêves qu'elles avaient, l'envie qu'elles avaient de trouver leur propre chemin de vie, de liberté, etc. Voilà. Et donc, comme je trouvais que c'était absolument extraordinaire ce que je vivais, comme j'avais jamais côtoyé une population où même ça s'engueule beaucoup, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de rivalités, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a toujours un moment où on est tous ensemble, et notamment dans les mariages, c'était fabuleux entre femmes, cette solidarité, cette complicité qu'il y avait, cette joie que je retrouve complètement avec mon mari. On est ravis d'être là. Ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu en Algérie. On retrouve en fait cette bienveillance, cette chaleur, ce dynamisme aussi, hein, malgré les douleurs, les souffrances, les difficultés, etc. Donc moi, c'était un univers très, très nouveau pour moi. Voilà. Donc comme je trouvais que c'était quelque chose d'extraordinaire que je vivais à 22 ans, que j'avais une chance inouïe de découvrir cet univers-là, j'ai écrit un journal. En fait, c'était des lettres que j'envoyais à ma mère. J'envoyais, et puis j'ai vu que ça les intéressait quand je racontais, donc c'est pour ça qu'il y a une dimension très ethnologique, parce que je racontais en fait tout ce que j'observais, tout ce qu'on me disait, et tout ce que je vivais aussi bien dans la manière dont les femmes faisaient la cuisine, voilà, les fêtes, les rituels, etc., que ce qui se passait à l'école, au collège, puisque j'enseignais, ce qui se passait à l'hôpital, puisque mon mari était médecin, etc., etc. J'ai vu que ça les intéressait beaucoup, donc du coup j'écrivais tous les soirs. Donc ma mère regardait toutes mes lettres, et c'est à peu près 1000 pages. Donc c'est le début de l'histoire, parce que la fin de l'histoire c'est maintenant, vous voyez, j'ai plus 22 ans, donc il y a eu un grand itinéraire, mais je dois dire que cette rencontre avec les habitants de Mayo a imprimé ma vie définitivement. C'est-à-dire qu'après, je suis devenue consultante, bon, j'ai fait du théâtre aussi, comme Mustapha, j'ai été journaliste aussi, etc. Et je suis formatrice, je suis consultante, mais j'ai surtout travaillé beaucoup, dès que j'ai pu, à l'international. Donc j'ai travaillé au Maroc, au Liban, au Sénégal, à Haïti, en Égypte, etc. Et dès que j'ai pu, après la décennie noire, j'ai travaillé pour l'ENA à Alger, donc j'ai eu une mission à Alger, et je suis revenue à Mchedala. Donc ça c'était en 2005. Voilà. Entre-temps, j'avais voulu savoir ce qu'étaient devenues ces familles que j'avais connues, ces filles, ces femmes, pendant justement toute cette période-là. Et donc j'ai renoué avec le village, à la fois par Internet, mais par les hommes en fait, et encore par les hommes aussi, et les hommes émigrés par les bistrots mayotains. Toi tu dois connaître ça, Majid. C'est-à-dire à Paris, il y a 5 bistrots. Alors il y a plein de bistrots kabyles. Vous savez que Paris, c'est comme Alger, il y a plein de kabyles. Hein. Les kabyles, il y en a partout. C'est comme les Bretons aussi. Bref, à Paris, il y a 5 bistrots maillotins. Donc on peut rencontrer en fait les gens de Maillot. Et là, je me suis rendu compte que toutes les informations circulaient, non seulement entre eux, les émigrés, mais surtout entre eux et le bled. Donc en fait, tout le monde était en lien. Hein. D'abord, aussi, dès qu'il y avait un mort, on se cotisait pour qu'il soit enterré au pays, etc. Enfin, il y avait tous ces rituels-là. Mais il y avait toutes ces nouvelles qui circulaient. Donc j'ai renoué avec mes familles, j'ai retrouvé des élèves, j'ai retrouvé des collègues profs, parce que moi j'étais la seule femme enseignante au collège à l'époque, il n'y avait pas d'autres femmes. Et j'ai retrouvé comme ça du lien avec les familles. C'est là que Bachir, qui fait l'objet d'un chapitre, m'a contacté en disant: Cheikh, vous travaillez sur Mayo et tout ça, et moi je voudrais écrire sur l'histoire de mon père. Donc l'histoire du père de Bachir, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui, pendant la colonisation, alors qu'il travaillait d'ailleurs pour les Français, parce qu'il parlait bien le français, il travaillait à la mairie, et il a travaillé à la centrale électrique d'Ivitaine. Voilà, c'est là que s'est passé le drame. Il a été accusé à tort,
semble-t-il, d'un meurtre en fait. C'est-à-dire que le père de Bachir, en fait, était devenu aide-comptable et à l'époque de la colonisation, le comptable était un Français, bien sûr. Ah, Yasmina, c'est toi. Salut. Comment je peux m'asseoir ici? Salut. Assieds-toi. Et donc, à cette époque, le comptable partait pour distribuer la paye. Il avait une grande sacoche et il donnait, hein, c'était comme ça, on donnait la paye, après on mettait une croix sur les gens, etc. Et le père de Bachir, en fait, l'escortait quelque part. Et quelqu'un est sorti du fourré, dont il paraît que ce serait le cousin germain du père de Bachir, et a tué cet homme, voilà, le comptable. Donc évidemment, vous imaginez bien, il y a eu arrestation. Le père de Bachir, par souci de l'honneur de la famille, n'a pas dit que c'était pas lui mais son cousin. Enfin bref, ils sont trois à être partis, à El Arach d'abord et puis ensuite à Cayenne. Donc deux sont morts et le père de Bachir n'est pas mort, il est revenu 20 ans après. Et c'est une sorte de personnage mythique un peu, hein, qui est revenu à Mayo, qui est reparti quand même pendant la guerre de libération, mais qui après, au moment où j'y étais, était un des sages, hein, une des personnes âgées, tu l'as connu Majid aussi, une des personnes âgées qu'on allait contacter quand il y avait des différends entre des familles, etc. etc. Donc il est revenu comme ça, auréolé en fait de son histoire, que personne ne connaît très bien. Donc Bachir m'a demandé d'écrire cette histoire. Et comme il m'a demandé ça, du coup j'ai été dans les archives d'Aix-en-Provence en France, où vous savez qu'on a toutes les archives qui concernent en fait l'Algérie coloniale, hein, et j'ai retrouvé bien sûr les traces du procès, de l'envoi à Cayenne, des courriers, etc. Mais du coup j'ai retrouvé aussi tout plein de documents d'archives sur la création donc du centre de colonisation de Mayo, parce que Mayo, en fait, voilà, Mayo a été créé sur la base des terres séquestrées des Kabyles après la grande révolte d'El Mokrani en 1871. Eh bien, pour sanctionner en fait ceux qui avaient participé à cette révolte, voilà, les colons, enfin les Français ont séquestré des terres des Kabyles et c'était essentiellement les terres des Méchédala et de la tribu des Méchédala et essentiellement d'ailleurs de la fraction des Ouled Brahim. Voilà. Donc j'ai retrouvé toute une littérature sur comment on les a expropriés les uns les autres, etc. Comment on a construit l'école, la mairie, l'église, qui existe toujours. Alors l'école, je crois que maintenant elle n'y est plus, elle était la DIR à un moment donné. La DIR. Voilà. Mais l'église existe toujours, elle était à un moment donné un lieu d'archives et maintenant elle est un centre de formation. Un centre de formation, voilà. Culture. Voilà. Donc j'ai retrouvé traces de tout ça. Et donc du coup j'ai commencé à construire mon livre à partir de ça. Alors c'est vrai qu'entre-temps, je m'étais dit... franchement, en voyant l'intérêt que les gens avaient pour ce que j'avais écrit dans les récits et puis les documents d'archives que j'avais, je me suis dit j'ai tout un matériau ethnologique, ethnographique et j'ai repris des études. J'avais des études littéraires de base, j'ai repris à ce moment-là des études en ethnologie pour faire une thèse. Donc j'ai été accompagnée par quelqu'un qui est sur mon livre qui s'appelle Claudine Vassas. Hein, vous disiez c'est pas facile d'écrire tout seul. Et ben elle m'a accompagnée. Et à un moment donné, je lui ai dit écoute la thèse, j'arrive pas, j'ai trop de boulot, je partais à droite à gauche comme consultante, etc. Elle m'a dit c'est pas grave, ce que tu as est bien et je t'accompagne pour faire un livre. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Voilà. Donc dans ce livre, dans cette histoire, du coup, donc c'est un livre qui a été produit bien longtemps après ma venue, donc à 22 ans en Kabylie. La première partie, c'est toute une partie justement qui reprend l'histoire de Mayo, depuis la colonisation, passant par la guerre de libération, la décennie noire, et également tous les mouvements de 80, 2001, etc., tous les mouvements berbères, à la fois sur les documents d'archives, mais à la fois aussi tissé de tout ce qu'on m'a raconté, parce que je suis quelqu'un qui aime l'oralité, j'écoute en fait les gens, et j'aime en fait recueillir des témoignages, et donc c'est une articulation, un tissage entre des documents, des lectures et des documents d'archives, et aussi des témoignages de personnes. Ça c'est la première partie, et ensuite j'ai des récits. L'un c'est justement sur cette famille, le personnage que j'appelle Assina, qui est
qui était mon élève, la première à m'introduire dans l'univers des femmes, dans les mariages, etc. Et qui a immigré, qui a eu un parcours long et difficile, et en même temps elle est en ce moment en Espagne. Donc je suis en lien avec elle encore. Mon mari et moi, on est allés la voir il y a 2 ans. Donc elle et toute sa famille, on les connaît bien. Et c'est toute cette histoire à elle depuis toute jeune, avec tous les rêves qu'elle avait, puis ce qu'elle est devenue, avec beaucoup de souffrance au passage. Et puis l'exil, la question de l'exil, le dedans, le dehors, etc. D'autant que sa maman est morte pendant le Covid et qu'elle n'a même pas pu en fait, être là à ce moment-là. La deuxième chapitre s'appelle La Grande Maison Suissi. C'est une grande maison à Mchedala où les femmes étaient très nombreuses, enfermées ensemble, sauf celles qui allaient à l'école et au collège et les petites factrices. Mais je connaissais toutes ces femmes, donc c'était très... comment dire, très pluriel. Il y avait des femmes modernes, il y avait des femmes très traditionnelles, il y avait des jeunes, des vieilles. C'était magnifique quand j'arrivais parce qu'en même temps, il y en avait qui tricotaient, il y en avait qui parlaient, il y en a qui faisaient le couscous, il y en a qui faisaient... parce qu'ils étaient très nombreux. Et j'ai connu aussi toutes leurs histoires, toute la difficulté et la beauté en même temps de leurs relations, toutes les frustrations certaines, etc. Donc ça, c'est vraiment les femmes de l'intérieur. Ensuite, il y a un chapitre sur l'univers de la santé, donc alors les infirmiers, les infirmières, les médecins, puisque moi mon mari et moi, on avait un petit logement de fonction juste à côté du petit hôpital de Mchedala au centre de Mayo, en fait. Et donc j'allais souvent, j'allais souvent à l'hôpital, rencontrer les femmes, etc. Donc des histoires un petit peu dures aussi de certaines femmes, des infirmières, parce qu'à l'époque, les infirmières à Mchedala, elles n'étaient pas du coin, elles venaient de l'extérieur, c'était des étrangères, même kabyles, mais étrangères quand même, parce que pas du bled. Et c'était mal vu comme métier à cette époque-là, hein, parce que c'était des femmes qui sortaient, c'était des femmes qui montraient leur corps, c'était des femmes aussi qui s'intéressaient au corps des hommes, et c'était quand même à l'époque quelque chose de relativement tabou. Donc moi j'étais, comme elle vivait au-dessus de chez moi, donc dans un petit logement de fonction. On était 2 coopérants, il y avait un Égyptien et il y avait les infirmières. Et bien je connaissais aussi leur vie, etc. On se parlait. Voilà, et puis j'ai connu aussi un infirmier, un médecin, avec leurs histoires pas faciles, souvent très déchirées. Vous me direz ce que vous en avez les uns et les autres tirés d'ailleurs. Ça c'est l'univers de la santé, puis il y a un chapitre sur le collège, puisque j'y étais enseignante, voilà, où je raconte aussi ce qui se passait. Alors il faut savoir qu'à l'époque, à Mchedala, au collège, il y avait quand même un escalier central pour tout le monde, mais les filles avaient un escalier de côté, par exemple, hein, c'était encore comme ça. Voilà, moi je prenais l'escalier central et au début, ça a été quelque chose, ça a été comme un, comment dire, à l'époque, à Mchedala, on m'a dissuadé, en fait, le proviseur qui était là, le directeur de l'école, qui était d'ailleurs pas de Mayo, m'a dissuadé d'être enseignante. Il n'y avait pas d'hommes, et il m'a dit ça va pas être possible. Après, j'ai dit mais si, ça va être possible, parce que moi je suis prof, j'avais déjà enseigné en France, donc je voulais travailler, parce que c'était aussi super intéressant de cette rencontre, aussi ce partage avec les élèves. Alors il m'a dit si vous restez, alors il faut les battre. Donc j'ai dit non, je ne les ai pas battus en France, je ne vais pas les battre en Algérie, je ne me voyais pas. Et au début c'était un scandale. Quand j'arrivais, j'avoue, avec ma voiture, je saluais mes collègues hommes, donc en leur serrant la main, tout ça, il y avait des cris, des hurlements, parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça. Et puis ils se sont habitués, et puis j'étais Madame Mikalev et tout ça, et c'était très bien après. Donc j'ai tenu la route, et j'ai pas regretté, parce que j'ai vécu avec mes élèves, garçons et filles, des moments extraordinaires aussi, voilà. Des moments de partage aussi. Et notamment, d'ailleurs, alors voilà, il y a une histoire un peu dure. Alors j'avais 2 collègues, notamment qui avaient mon âge, qui étaient profs de français comme moi, qui sont devenus des amis. Et j'ai été aussi, voilà, on m'a raconté aussi une histoire un peu dure, d'une rumeur autour d'un viol. En fait, c'est une fille qui est en France maintenant, qui était en fait accusée d'une rumeur de viol. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y avait un bruit de fond qui courait sur elle, comme quoi elle aurait été violée par un surveillant, etc. Le surveillant a été viré parce que c'était faux, mais n'empêche que ça a fait scandale et que pour la fille c'était dur.
Et que la fille, elle a été soutenue par ses deux frères, parce que autrement, dans un cas comme ça, évidemment, paf, hein, la fille, elle bouge plus de la maison et on l'enferme. Elle est restée, elle est revenue continuer ses études, elle est devenue enseignante d'ailleurs, et elle travaille, elle est en France actuellement, maintenant elle est à la retraite, mais elle a travaillé donc en Algérie comme prof, et puis en France après. Elle a travaillé dans des collèges, etc. Voilà. Donc c'était une histoire, enfin tous ces personnages de femmes et d'hommes d'ailleurs sont des gens extrêmement courageux que j'ai rencontrés. Et le dernier chapitre est celui que je vous ai raconté de Bachir Samedi dont le père est parti à Cayenne. Voilà. Alors vous connaissez tous Tassadit Yassine, donc elle a apprécié mon livre, et donc elle a fait la préface de ce livre. Et vous connaissez peut-être Leïla Sebar, qui est franco-algérienne aussi. Et il y a donc à la fin de mon livre un entretien entre l'anthropologue Claudine Vassas, qui a été ma directrice de thèse que j'ai pas faite et qui m'a suivi, et Leïla Sebar aussi qui réagit à mon livre. Voilà. Donc comme je vous le disais, eh bien, la chance pour moi c'est qu'il a été édité, co-édité en France et en Algérie. Ça pour moi c'était extraordinaire parce que le partage c'est quoi pour moi? C'est on partage. Moi j'ai partagé un bout de vie. Alors je dis pas que ce que je raconte est vrai. Je dis simplement que ce que je raconte c'est ce que j'ai vraiment vécu. Et ce que j'ai vécu sur le plan humain. Et ça c'était quelque chose d'inédit, d'extraordinaire ce que j'ai vécu. Donc c'est les regards partagés. Hein, des gens, peut-être sur moi, parce qu'au fond les femmes avaient autant de curiosité pour moi, elles me posaient plein de questions que moi pour elles. Mais aussi, après j'ai continué, j'ai vu un pied noir, un descendant du premier maire de Mayo, qui d'ailleurs n'est reparti en France déchiré qu'en 64. Ce sont des gens qui se sont jamais remis d'avoir quitté Mayo, d'autant qu'ils ont été tous les pieds noirs, comme vous savez, extrêmement mal accueillis en France. J'ai vu un fils de Harki, de Mayo, etc. Tout le monde a son regard, son histoire avec Mayo, mais tous les gens dont je parle, y compris moi, et y compris Tassadit Yassine, parce qu'on en a parlé abondamment toutes les deux, il y a un attachement fort à ce village, à cette terre, à ces gens, à ces traditions. Même ceux qui ont émigré et qui vivent différemment, eh bien, il y a quand même cet attachement fort, à tel point que Michel et moi, on connaît deux jeunes femmes, l'une des descendantes, enfin des toutes jeunes, issues des familles de Mayo. Il y en a une donc en Espagne, et il y en a une qui est à Toulouse, donc on voit de temps à autre. Eh bien, celle qui est en Espagne depuis qu'elle a quand même 8 ans, pour autant, elle va se marier maintenant avec un Algérien, mais elle va venir se marier au Bled, elle va venir se marier à Mayo. C'est pas en Espagne qu'elle se marie, c'est comme ça. Et Téléli, elle disait exactement la même chose. Elle dit, si moi je me marie, c'est la même chose. C'est pas en France que je me marierai, ce sera à Mayo. Donc voilà, il y a cet attachement-là. Donc à la question, c'est quoi le partage, hein? C'est finalement, on a chacun notre propre regard et on partage voilà, la dimension humaine en fait que traverse ce village. Ça aurait pu être un autre, mais c'est là que j'ai atterri et c'est ce pays que j'ai découvert. Voilà. Alors je continue pour dire que la peinture, c'est mon mari qui est peintre et graphiste qui l'a fait. Il y a des dessins à l'intérieur aussi, vous verrez, qui sont également des dessins de lui. Et puis c'est un ami que vous connaissez, Georges Rivière, qui a un lien particulier avec l'Algérie, qui a fait la mise en page de ce livre. Voilà, hein, toute la maquette. Donc en fait c'est la même édition. Donc Georges et Michel ont donné donc voilà cette maquette aux éditions Sans Nom, et les éditions Sans Nom étaient contents de pouvoir également envoyer la maquette aux éditions Koufi. Voilà. Et c'est la première fois que je viens en Algérie donc pour faire un peu la promotion de ce livre, dont je suis encore une fois très honorée qu'il soit publié en Algérie. Voilà. Voilà en gros l'histoire de mon livre. Merci. Donc là, voilà, si vous avez des questions, j'aimerais bien vous répondre. Si vous avez des choses à dire, à demander. C'est fermé? Oui, merci. Non. Le choc complet. Ou le choc Peut-être complet Magic, le puits de Maillot, qui peut peut-être... Vous racontez les années 70. Ouais. Oui, il avait 3 ans. Mais tu as retenu quand même des choses, ouais. C'est vrai que c'est un plaisir de vous lire. D'ailleurs, c'est un livre que je lis, ça n'a pas reçu en peut-être une semaine, 10 jours. Donc je l'ai lu, ça fait longtemps. Je ne l'ai pas relu à l'occasion. J'aurais dû le relire. Mais il nous a quand même plongé
des non-dits, vous avez dit ce qu'on n'a pas pu dire, peut-être écrire. C'est génial, ça. Voilà. C'est des histoires, c'est des petites histoires réelles. C'est une organisation typiquement kabyle. C'est un village perché au-dessus de la montagne du Djurdjura qui n'a pas fréquenté beaucoup de trucs, hormis des militaires français et des médecins français. Donc pour les femmes, d'ailleurs je dirais même pour les hommes, ils n'ont pas eu la chance d'être scolarisés. J'étais dans la première école de la région. Donc les femmes, malheureusement, n'ont pas eu cette chance de fréquenter l'école. Il y avait peu de femmes peut-être. Là, moi, au collège, il y avait à l'école, il y avait des filles. Après il y en avait de moins en moins. Là, c'est après l'indépendance. Voilà. Moi, je parlais même avant l'indépendance, les gens n'avaient pas cette chance de fréquenter l'école. Et donc, vous nous avez fait sortir, et vous et Tassadit Yassine, de l'ombre. Donc, Tassadit Yassine avec la commune mixte de Mayo. Donc, je pense que c'est édité aussi. Non. Ah, ouais. Donc, il y a 2 livres qui sont consacrés pour la région. C'est un plaisir de vous lire. Vous étiez dans je dirais, il y a même certains détails de l'organisation sociale et familiale dans la région. Oui, tout à fait. Oui, parce que je me base sur ce qu'on m'a raconté, mais encore une fois, j'ai lu, il y a beaucoup de choses écrites en ethnologie sur la Kabylie. Il y a Bourdieu, La Côte du Jardin, Fabre Sada, il y a plein de donc c'est très riche en fait. Et donc du coup, bien sûr, j'ai croisé ce qu'on m'a dit avec ce que j'ai lu aussi, et puis encore une fois, avec aussi des documents d'archives. Ce qui a été écrit, pourquoi on n'accorde pas beaucoup de crédit, je dirais, pour moi, pour ceux qui ont écrit avant les scientifiques, parce que c'était militaire. Oui, c'était les militaires. Est-ce qu'ils ont cette capacité scientifique, ce regard scientifique? Parce qu'un militaire, peut-être qu'il a un angle de vue qui l'intéresse, lui, pour justifier peut-être certaines opérations, je ne sais pas. Mais un scientifique, quel que soit... L'ethnologie à la base, c'était militaire. Mais il y a des rapports qui sont extraordinaires. Par exemple, moi j'ai tout appris sur les SOF. Vous connaissez les SOF? Oui, les SOF, il a été... Les SOF est détaillé par Tassadit Yassine. Les SOF à Mayo. À Mayo, c'est quelque chose, je pense, que de très enraciné à ce jour. Il est vraiment dans le détail. Par contre, pour ce qui est de Kabylie, ce que vous avez écrit, je le retrouve aussi auprès de Amr Saïd Boudifa. Il a écrit un petit peu sur l'ethnologie, sur nos traditions, entre familles, entre tribus. Là, c'est un regard c'est un regard scientifique. Donc ça nous intéresse tous. Tout à fait. C'est surtout, je crois que c'est plutôt, enfin après moi, parce que moi je suis pas de, je suis de la très région, je suis de Tizi Rached, enfin de la Oulaï Tizi. Vous êtes juste de l'autre côté de la colline de Djurdjura. Exactement. De l'autre côté de la colline du Djurdjura, les familles vivaient à peu près de la même façon. Donc on a l'impression que c'est un récit qu'on ne nous a jamais raconté. Ce sont des... Enfin, je pense, je ne sais pas. Ça, c'est ma vision à moi. Quand je l'ai lu, j'ai été agréablement surprise de voir certaines anecdotes, certaines... On pouvait éventuellement se replacer. Alors que c'est un autre... Enfin, c'est une autre wilaya, sinon c'est pas le truc... Le rapport est pratiquement le même, même si, je ne sais pas, peut-être que c'est la même chose à Oran ou à, comme a dit, parce qu'il y avait Fatma, elle t'a dit c'est à peu près la même chose un peu partout, parce qu'elle a vécu à Al-Bayad. Enfin non, ses parents ont vécu à Al-Bayad, mais elle a dit c'est à peu près la même chose. C'est vrai que moi je m'autorisais parce que j'étais, voilà, c'était mon regard en fait aussi quelque part, donc je me suis autorisée, mais j'ai oublié de vous dire qu'en fait j'ai changé tous les noms par respect pour les familles, donc j'ai changé tous les noms de famille et tous les prénoms, sauf qu'il y en a qui reconnaissent, il y en a qui se sont reconnus, mais comme j'ai changé, sauf dans le chapitre sur Bachir, oui, sauf dans le Bachir, Saoudi m'a dit tu gardes tous
tous les noms et les prénoms, voilà. Donc, mais sinon, j'ai changé. Mais à un moment donné, je voulais même changer. J'ai beaucoup. L'écriture, c'est beaucoup de travail. Hein, c'est des années, des années, des années. À un moment donné, j'avais changé le nom de Mayo pour que les gens ne se reconnaissent pas. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez Rachid Aous. Certains d'entre vous, non. Bon, c'est un Algérien qui est décédé, qui vient de décéder, mais que j'ai rencontré en France, qui a beaucoup écrit sur le monde arabo-berbère, arabo-musulman, etc. Et lui m'a dit, mais attends Dominique, l'intérêt de ton bouquin, c'est justement que c'est Mayo, parce que ce que tu racontes sur cette histoire, la création du village, tout ça c'est très, très historique et très ethnographique. Donc il m'a dit, non, il faut que tu assumes. D'autant que tu respectes complètement les personnes. J'avais un regard absolument respectueux. Il ne s'agissait pas d'un regard colonial. Au contraire, quoi, j'étais très, comment dire, très dans l'humilité. Je trouvais extraordinaire, au contraire, l'accueil des gens au regard de ce que les Français avaient fait pendant la guerre de libération. Hein. Donc du coup, il y a beaucoup de respect, mais j'ai quand même dû changer, voilà, les noms. C'est un travail de mémoire. Hein. Surtout, moi, personnellement, la création de Mayo, je l'ai découvert chez toi, pas ailleurs. C'est drôle d'ailleurs. Il y a des trucs très drôles. Vous savez quoi, les Français, d'abord ils croyaient que c'était de la mythique Jacques, ça allait être extraordinaire, qu'ils allaient faire plein d'argent et tout. En fait, Mayo, pour ceux qui connaissent, c'est des parcelles exiguës, etc., en montagne. Donc il y a des filiers, tout ça. Mais bon, il y a Mayo Plaine, il y avait les oliviers, mais il y avait très peu de ressources en fait quelque part. Les lots qu'on leur donnait. Alors il y en avait plein, il y a des histoires comme ça où ils venaient et puis après ils disaient oh là là c'est pas possible, donc ils essayaient de louer aux Kabyles leur propre terre, etc. Puis ils repartaient, puis après ils étaient expropriés, il y a eu un chassé-croisé comme ça, ils rentraient, ils repartaient. Finalement, au bout d'un moment, on a laissé les gens acheter les terres qu'ils voulaient, ils ont même fait acheter à leurs enfants mineurs, enfin ça a été un bazar pas possible. Et il y avait ce fantasme de on va faire de la vigne, on va faire du vin, parce que quand même c'était la ressource principale en Algérie. Et alors ils ont déplanté, figurez-vous, des oliviers, qui étaient quand même, quand on sait que maintenant l'huile symbolique, et l'huile d'olive de Mchedala est encore primée, donc ils ont arraché les oliviers pour planter de la vigne. Et la vigne n'a jamais marché. Et donc, ils ont arraché la vigne et ils ont remis des oliviers. Et là, c'était catastrophique parce qu'il faut savoir cultiver les oliviers. C'est tout un art. Hein. Et il y en avait plein qui faisaient n'importe quoi. Donc, ceux qui sont restés, il y en a eu peu de familles. Et ils ont su, en fait, gérer leurs oliviers. Voilà, donc il y a des histoires comme ça qui sont étonnantes. Ouais. Alors il voulait me poser des questions. Le nombre d'années que vous avez vécu moi j'ai vécu qu'une année. Mais j'y suis encore. Une année. En fait, oui, c'est ça. Après, je me suis tellement intéressée que j'ai refait un travail de terrain à Paris. À Toulouse, j'ai accueilli le personnage Assina, elle est venue à Toulouse. Je suis en lien avec un certain nombre de personnages. Fela Menouch, d'ailleurs, qui est une des personnages, elle était jeune quand je parle d'elle, etc. En 2004, elle a fait partie des gens, elle va partir au Canada, elle fait partie des gens avec qui je suis en lien. Certains sont à Paris, certains sont en Espagne, elle va partir au Canada. Mais comme pour Bachir, pour ceux qui étaient vraiment mes amis, je les ai fait relire. On a relu ensemble les chapitres pour que je sois sûre. Il y avait des imprécisions, je ne voulais pas non plus les froisser ou des choses comme ça. Donc, pour beaucoup de personnages, en fait, j'ai revu avec eux leurs chapitres. Et Assina, j'ai revu tout le livre avec elle, parce qu'elle a une mémoire, en fait, elle a quasiment mon âge. On avait quoi, 4-5 ans de différence, enfin 6 ans peut-être, voilà. Et donc c'était important que ce soit validé aussi, ce que j'ai écrit. Ça l'a été aussi par Tassadit Yassine, bien sûr. Je crois que cette année vous a marqué. Une année, vous avez réussi. Oui. Et la preuve, on revient encore. C'est incroyable. Une année de jeunesse pour vous, des dizaines. Ben oui, et puis comme je vous dis, ça m'a donné ce goût de l'ethnologie, goût des autres cultures. Et nous, on a adopté un enfant qui vient du Vietnam, par exemple. C'est pas par hasard, quoi. Oui, voilà. On a cette goût de l'interculturalité, du partage, en fait. Parce que nous, surtout avec ce qui se passe en France maintenant, on pense que c'est important d'accepter la pluralité, la différence et d'en faire une richesse, au lieu que de se confronter, de se discriminer et de se faire la guerre, quoi. Donc, moi, c'est à Mayo que j'ai découvert ça.
Et c'est ça qui guide ma vie encore maintenant, quoi. Jusqu'au bout, comme dirait Mustapha. Je confirme maintenant, je confirme une chose. Il y a une anecdote qui, à ce jour, peut-être il y a ceux qui la connaissent. Quand un jeune comme ça vient de l'extérieur de Mayo demander la fille d'une fille de la région, on lui dit: est-ce que vous avez mangé de Asban Mayo? Ah, qu'est-ce qu'il a? Donc si vous avez mangé ce plat, vous alliez revenir. Donc certainement vous avez mangé de Asban Mayo. Je crois bien que c'est ça. C'est un plat que la région, bon, c'est un plat kabyle, qui est un peu partout en Algérie. Comment ça s'appelle? L'asban, c'est C'est Gerbabil. Ah oui. Ouais, ça fait un os de fait plat. Ah oui, oui, oui. j'ai l'ail mangé ça. Des boulettes. Oui. L'asban. Oui, l'asban. Bon, il ne fait pas tout en Kabylie. Celui de la région de Mayo, peut-être avec la spécificité. Il y a de la spécificité pour chaque région. Alors, maman mangeait même chez Asna et Georges, elle l'a promis. C'est pas pour autant que... Vous aviez une question. Oui. D'abord, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Merci. Voilà, ça m'a fait plaisir. Je ne vous ai pas encore lu. Et ce qui m'en fait encore plus plaisir, c'est que vous dites que les Kabyles sont partout. Oui. D'accord. Là où j'étais en Algérie, mon pays, je les ai trouvés partout. À Nedroma, d'est en ouest, du nord au sud. Là où j'ai été, j'ai trouvé un Kabyle pour me dire Azul. Oui. Alors, Azul. Et vous savez que mon nom de jeune fille, parce que je m'appelais Michael, c'était le nom de mon premier mari, maintenant je m'appelle Marthe, c'est le nom de mon deuxième mari, parce qu'en France c'est comme ça, on change d'identité en fonction de nos pères, nos maris. Mais mon nom de jeune fille, mon nom de naissance, c'est Larzul. Et donc L-A-R-Z-U-L. Alors, c'est ça, c'était prédestiné. Donc, Madame Larzul, Oui, c'est ça. j'aimerais vous poser une question. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un fort attachement entre les Bretons, la petite Bretagne, et la Kabylie? Et vous savez, je n'oublierai jamais ma Trégastel. Trégastel, C'est dans le Finistère. oui, bien sûr. Je n'oublierai jamais les moments que j'ai passés. Alors venez à Douarnenez, c'est le pays de la sardine, hein, c'est là qu'on pêchait la sardine. Et il y a eu des festivals de cinéma, notamment sur l'Algérie, extraordinaires. Voilà. Et c'est un pays, mais moi j'ai C'est en des petite amis Bretagne. kabyles qui viennent. J'ai vécu ces moments, des Ouais. moments extraordinaires. Ah oui, oui. Bon, c'était en 1900. D'ailleurs, c'est là où Hugo Frey m'a pris dans ses bras. Ah, d'accord. Ah, ouais. Moi j'ai connu ça. Hein. Comment Bah, si, si, si. Comment Vous êtes chanceux. Oui, Hugo Frey et beaucoup d'autres. Bon, je vais vous prendre dans mes bras alors. Parce que Comment je vais vous prendre dans mes bras alors. Parce que c'est avant, Moi, Et ça va. j'aurais aimé vous poser la question. Oui. J'aurais aimé vous poser la question sur l'année que vous avez passée. Quel est votre regard justement de l'organisation socio-culturelle de la région et de la condition féminine de la femme de l'époque, mais relativement aux conditions socio-économiques de l'époque. Ben moi, évidemment, comme j'étais une jeune femme, d'abord j'ai eu l'illusion totalement stupide, parce que j'étais très naïve quand même, de me dire les femmes ne peuvent pas sortir à Mayo et elles ne peuvent pas travailler à Mayo. Par exemple, il y avait des femmes qui travaillaient à Alger, mais qui à Mayo après restaient dans leur maison. Et moi je me disais, je vais montrer à tous ces hommes que je suis quelqu'un de bien, c'est-à-dire que je suis mariée, que je travaille, mais qu'on peut être une femme qui travaille, qui sort faire ses courses et être bien. Mais c'était une illusion complète, puisque je restais la française pour eux, en fait. C'est-à-dire, moi j'étais française, donc j'avais un autre comportement. Ça m'était difficile et douloureux, je dois dire. Je me souviens, quand je montais faire mes courses, aller chez Moussi, le boulanger, chercher ma baguette, et je côtoyais les maisons. Et je savais qui
étaient les femmes qui étaient dans les maisons. C'était difficile quand même de me dire, moi je peux sortir librement et elles non. Voilà, je savais qu'elles attendaient l'occasion d'un mariage, d'une fête ou même d'un enterrement pour se revoir, alors que moi je pouvais aller où je voulais. Ça, je trouvais que c'était difficile. Bon, maintenant ces choses ont changé, il reste quand même à Maillot des codes. Oui, il reste des codes, mais quand même les femmes sortent. Mais comme elles le disent, Assina, elle me dit, mais ça c'est en 2005, elle me dit, oui, tu sais, je sors. Je sors pour aller travailler, mais je prends un chemin. Je ne passe pas par le centre, je vais elle était enseignante au lycée, je passe par un chemin, etc. Mais je ne vais pas chercher mon pain, je ne vais pas à la banque, je ne vais pas. Voilà. Et on me dit encore maintenant que, bon, ben, il y a encore des mariages où il y a les garçons, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. On va dans le village, on peut y aller, mais si on a quelque chose à y faire, et non pas comme ça, juste pour se balader ou pour aller boire un verre. Donc c'est resté quand même, c'est pas, ça a changé. Mais il y a des choses qui demeurent quand même, qui se modifient mais qui demeurent. L'essentiel quand même, je trouve, c'est que dans les familles de Maillot, et je suis sûre de Kabylie en général, on pousse les filles à faire des études. Voilà. Et on les pousse même parfois à partir. Et ça, je trouve, c'est extraordinaire. Parce que quand même, la génération où j'étais, il y avait un système de reproduction. Les femmes avaient souffert, mais d'avoir dû se plier.